justement dans le thème de la question qui m'a été posée, j'ai eu ce après la phase aiguë qui m'a posé souci, parce que moi je suis kiné de réanimation, et souvent après la phase aiguë, c'est pas mon dada. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Il va falloir se demander ce qu'est la phase aiguë, parce que ça finalement ça va conditionner tout le reste de la prise en charge, et vous verrez que j'ai fait le choix pour une fois de ne pas m'intéresser à la mobilisation ultra précoce. Donc est-ce que la phase aiguë, on peut la considérer comme terminée une fois que le patient n'a plus de sédation, n'a plus de soins de support? Ça, c'est la première question. Est-ce que la phase aiguë, elle est finie quand le patient est éveillé à Glasgow 15? Deuxième question. Quand le patient est extubé, sevré de la ventilation mécanique, ou une fois qu'il est sorti de réanimation? Voilà. Est-ce que ça peut être considéré comme après la phase aiguë? Moi, j'ai choisi de me dire que l'après-phase aiguë, c'était après la réanimation. Donc, il y a une problématique qui est croissante avec l'augmentation de la survie en réanimation. C'est-à-dire qu'on sauve les patients de plus en plus de pathologies gravissimes, ARDS, choc septique. Mais finalement, une fois qu'ils sortent de réanimation, la qualité de vie de ces patients peut être altérée. Comme on a vu, on peut y avoir des dysfonctions ventilatoires avec des atteintes diaphragmatiques et des dysfonctions musculaires. Et je pense que la présentation d'après parlera justement de la morbimortalité qui peut persister à distance de ce séjour en réanimation. Qu'est-ce que c'est qu'une atteinte musculaire en réanimation? Nous, on appelle ça maintenant couramment l'ICU-AW, l'Intensive Care Unit Acquired Weakness. Comment est-ce qu'on la détecte? Soit avec des examens électrophysiologiques, un peu compliqués, qui ne sont pas dans le champ de compétences ni du kiné, ni du paramédical en général. C'est souvent un examen médical, donc je vais passer rapidement là-dessus. Mais ça permet finalement de faire la distinction entre une polyneuropathie et une myopathie acquise en réanimation. Nous, cliniciens, praticiens, ça ne nous intéresse pas vraiment de connaître ça dans les premiers temps post-réanimation, parce que on a un score qui nous aide à évaluer la fonction musculaire du patient en réanimation. C'est le score MRC, et on a un cut-off à 48 sur 60. En dessous de ce 48, on considère que le patient a une ICU-AW. La force de préhension, c'est un examen qui tend à être de plus en plus utilisé pour justement évaluer cette faiblesse acquise en réanimation. On peut utiliser les tests fonctionnels pour voir l'impact du séjour de réanimation sur le muscle et sur le statut fonctionnel du patient. Et l'échographie aussi peut nous donner des informations claires et rapides sur la quantité de muscle qui a fondu pendant la réanimation. Donc là, je vous ai mis un graphique qui montre ici la section du muscle droit fémoral, donc un muscle de la cuisse, comparé à la force de grippe, le hand grip, et on s'aperçoit que plus l'épaisseur du quadriceps diminue, du droit fémoral diminue, et plus la force de préhension diminue. Donc finalement, l'échographie pourrait être un examen très simple pour déterminer cette faiblesse acquise en réanimation. Vous voyez le R à 0,51 qui est significatif. Alors cliniquement, comment est-ce qu'on le voit? Parce que finalement, on est en session kiné-infirmière et on n'a pas la chance d'avoir des kinés dans toutes les réanimations. Cliniquement, un patient avec une atteinte liée à la réanimation, c'est une atteinte musculaire à tendance flasque avec une abolition des réflexes ostéotendineux. Elle est bilatérale et symétrique et elle va prédominer à la racine des membres, aux épaules et aux hanches. Et elle n'a pas d'autre cause que le séjour en réanimation. C'est-à-dire que ce n'est pas un AVC, ce n'est pas une hémorragie cérébrale, c'est vraiment que le séjour en réanimation qui crée cette atteinte. Ici, vous voyez que l'atteinte en réanimation, finalement, elle est résolutive parce qu'on s'aperçoit ici qu'à J1 de l'éveil, le patient il va avoir un MRC moyen à 48. Et puis, au fur et à mesure des jours, on voit une différence significative avec une amélioration du MRC jusqu'à la sortie de réanimation.
Il en est de même pour la force de préhension, vous voyez, entre le premier jour de l'évaluation et la sortie de réanimation, on a une amélioration de la force. Cependant, on a vu que la faiblesse perdurait des semaines, voire des mois ou des années après la réanimation. Finalement, on se dit, la masse musculaire, c'est quand même relativement important parce que dans une étude, on s'aperçoit que les patients avec une faible épaisseur musculaire sont les patients qui meurent le plus en réanimation. Donc, quand je parle de masse musculaire, je ne parle pas de BMI ou d'IMC. Il faut savoir que des patients obèses peuvent ne pas avoir de muscles et qu'à l'inverse, des patients avec un IMC tout à fait normal peuvent être très musclés. Donc, la quantité de muscles est quelque chose à préserver et à rechercher à améliorer le plus rapidement possible parce que vous voyez que la mortalité est étroitement liée à ce paramètre. Donc les impacts du séjour en réanimation, on vient de le voir, sevrage de la ventilation compliqué, recours à la trachéotomie. Donc ça nous embête parce que le patient ne va pas tout de suite rentrer chez lui. On augmente la durée de séjour en réanimation et souvent à l'hôpital. Donc nous, ça ne nous plaît pas. Il faut trouver un moyen pour que toute cette prise en charge post-réanimation se fasse le plus rapidement possible. Et la persistance des troubles est une chose qui perdure très longtemps. Donc, quels sont les moyens de prévention ? Vu qu'on est entouré de kinés et d'infirmiers, je vais commencer par les infirmiers. Le contrôle de la glycémie est un facteur primordial pour vous, infirmiers, parce que c'est un des seuls marqueurs. Quand on contrôle la glycémie, on sait qu'on diminue l'impact de l'atteinte musculaire liée à la réanimation. La réduction de l'exposition aux drogues, on en parle beaucoup depuis ce matin. Sevrage des drogues. Il faut réveiller le patient le plus vite possible pour pouvoir le mobiliser le plus rapidement possible. Et pour nous kinés, la mobilisation précoce, c'est notre cheval de bataille pour permettre de mobiliser les patients. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est très simple. On commence le plus rapidement possible au lit et puis on fait faire du vélo au patient, peu importe les positions. On fait de l'électrostimulation si on en a, si on sait la faire. On fait du vélo au fauteuil, on fait de la marche, que le patient soit intubé ou non. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour faire bouger le patient doit être fait le plus rapidement possible. Et ça peut se faire en collaboration avec les équipes paramédicales sans aucun souci. On peut même faire des choses un petit peu tarabiscornues, mais voilà, ça marche aussi. Donc le suivi en post-réanimation, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, on a vu que notre patient avait une atteinte musculaire liée à la réanimation. Du coup, je me suis intéressé aux études qui ont évalué la réhabilitation post-réanimation. Et donc, tout de suite, je tombe sur une revue Cochrane avec le follow-up une fois que le patient est sorti de réanimation. Et quand je lis cet article, on s'aperçoit que la recommandation de faire de l'activité physique est relativement faible. Mais quand on lit plus en détail cette revue Cochrane, on s'aperçoit que ce qu'ils considèrent comme de la réhabilitation physique sont plus des motivations téléphoniques à faire bouger les patients avec des entretiens diététiques pendant la durée de suivi. Donc 2 études finalement qui ne nous parlent pas, selon moi, de réhabilitation post-réanimation. Une étude avec un suivi à 12 mois de réhabilitation per- et post-réanimation avec un programme long cette fois-ci. Et vous allez voir que cette équipe s'est attachée à travailler de la réanimation jusqu'à la sortie de réa, donc à l'hôpital, et suivre les patients jusqu'au SSR. Donc là, on se dit qu'il y a un gros travail qui est effectué avec, dans le service de réanimation, 15 minutes par jour chez les patients ventilés, 2 fois 15 minutes par jour chez les patients non ventilés. Et puis on augmente l'intensité, 2 fois 30 minutes à l'hôpital et 60 minutes pendant 8 semaines en dehors de l'hôpital, avec des sessions très progressives basées à chaque fois sur les réponses du patient. Et donc là, on s'attend tous à des résultats qui sont très très intéressants comparés à une prise en charge classique.
Et on s'aperçoit malheureusement à 12 mois que la prise en charge intensive post-réanimation n'a pas d'impact sur le test de marche de 6 minutes, ni sur le Time Up and Go test, ni sur l'APFIT, ni sur le SF36. Donc c'est un peu dommage, alors que l'étude avait été relativement bien conduite. Mais finalement, j'ai regardé en détail cette étude, et on s'aperçoit que dans le groupe intervention, à la sortie de réanimation, le niveau fonctionnel est beaucoup plus bas. Et donc, l'intensification de la prise en charge en post-réanimation a permis à ces patients-là de récupérer le retard et voire même de dépasser les patients avec la prise en charge classique. Donc, cette étude, elle n'est pas si négative que ça. Une prise en charge intensive d'un patient en post-réanimation, ça permettrait d'avoir une récupération un peu plus rapide. La réhabilitation post-hôpital, c'est un domaine qui commence à être étudié aussi. Donc là, dans un programme de 4 à 8 semaines, comme peuvent faire les BPCO en réhabilitation respiratoire, 2 sessions par semaine pendant 8 semaines, 40 minutes avec un physiothérapeute et une session dans laquelle on encourageait le patient à faire une marche de 30 minutes, versus des soins courants où le patient faisait on conseillait le patient, mais sans lui imposer une session supervisée. On n'a pas de différence à la 28e semaine sur les outcomes principales, sauf que quand on regarde plus en détail l'assiduité des patients en post-réanimation, on s'aperçoit que dans le groupe intervention, la moitié des patients n'ont pas réalisé les 16 sessions de réhabilitation post-réanimation. Donc se pose la question de l'information de ces patients sur les bénéfices potentiels et réels de cette réhabilitation. Donc peut-être une nécessité de créer des consultations post-réanimation pour ces patients-là. Une avant-dernière étude, une réhab de 7 semaines où on fait de l'intervalle training, 10 stations de 1 minute qu'on répète 2 fois, 3 fois par semaine, versus 6 fois 1 heure de TP. On s'aperçoit malheureusement encore une fois qu'il n'y a pas de différence sur les capacités aérobies ni sur la SF36 à la fin de la réhabilitation. Et une étude qui est parue dans le JAMA Internal Medicine en 2015, dans 2 réanimations écossaises, 240 patients sortis de réanimation avec plus de 48 heures de ventilation mécanique, un groupe standard et un groupe standard amélioré, avec 2 à 3 fois plus d'exercices, des conseils diététiques, de médecins spécialisés. Et on s'aperçoit finalement, on nous vend une intervention 2 fois plus intensive, mais quand on regarde ici le traitement qui a été fait durant l'hospitalisation, on s'aperçoit que c'est en général 2 à 4 séances en moyenne. Est-ce qu'on peut considérer ça comme intensif? Je vous pose la question, j'en suis pas persuadé. Il trouve un résultat qui ne nous étonne pas, une amélioration similaire du RMI dans les 2 groupes. On passe de 3 à 13, donc l'évolution est la même dans les 2 groupes à 3 mois. Et à 6 mois et à 1 an, il n'y a toujours pas de différence entre les 2 groupes. Cependant, et ça c'est quelque chose quand même qui doit être noté, c'est que les patients dans le groupe intervention relatent une meilleure satisfaction vis-à-vis de la prise en charge dans le groupe où il y a tous les conseils et la prise en charge par des physiothérapeutes. Donc en conclusion, que vous dire? C'est que finalement, il y a selon moi un intérêt de la prise en charge post-réanimation parce qu'on se retrouve face à des patients qui sont altérés. Donc si on les laisse dans la nature, certainement qu'ils vont se déconditionner et je pense qu'on verra dans l'exposé suivant, ils vont revenir en réanimation peut-être encore plus grave. Il faut encore mettre en question la qualité des études, les outcomes principales, comment est-ce qu'on a réalisé le suivi. Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser parce que ce n'est pas parce que les résultats sont négatifs ou peu probants qu'il faut abandonner l'idée de faire de la réhabilitation post-réanimation. Quel est le type de suivi le plus adapté à ces patients? Est-ce qu'on doit faire un suivi, on va dire, global ou est-ce qu'on doit se centrer sur les pathologies? Est-ce qu'il ne faut pas réhabiliter les BPCO d'une façon, les insuffisants cardiaques d'une autre? Voilà, tout ça, c'est des questions qui méritent encore d'être posées. L'outcome principal, moi, tout le temps, je me dis, il y a peut-être quelque chose de mieux à trouver. Et l'intensité de la prise en charge. Est-ce qu'il faut en faire encore plus? Est-ce qu'il faut faire en fonction du ressenti du patient?
je reste persuadé que le patient de réanimation est un patient unique et qu'il faut s'adapter à chaque fois et surtout créer des structures dédiées pour ces patients-là. Merci beaucoup.